C'est avec tristesse que j'apprends le départ de Pierre Rabhi à l'âge de 83 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2017 en compagnie de Frédéric Lenoir. Ils étaient ensemble pour une conférence unique. Je vous partage 10 minutes de cet échange avec deux géants. Je vous salue, monsieur, et vous souhaite de continuer votre part de colibri de l'autre côté. Ça commence par Ève qui nous fout dans la haie parce qu'elle a bouffé la pomme. Voilà. Ton intervention, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que tu as dit sur Ève. Mais tout ça est faux, puisque la vraie histoire, c'est pas ça. Ça, c'est l'histoire qui a été écrite par les hommes dans la Genèse. Mais la vraie histoire qui s'est transmise de manière orale et qui n'a pas été écrite, c'est tout à fait autre chose. J'aimerais bien pouvoir parler avec quelqu'un. Et donc, est-ce que tu peux créer quelqu'un avec qui je puisse parler? Et alors, Dieu lui dit, écoute, j'ai compris, je vais créer l'homme, mais je te préviens, tu vas le regretter. Donc tu pourras parler autant que tu veux avec lui, mais tu vas le payer très cher. Et fais attention, il est très susceptible. Donc ne lui dis jamais que tu as été créé avant lui, il le prendrait très mal. Que cela reste un secret entre nous, entre femmes. Et la planète de l'espace dit à la planète Terre, ma pauvre, mais qu'est-ce que tu es depenaillé, tu es mal foutu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la planète dit, ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Voilà. Éduquer et réenchanter le monde? Oui, il en a besoin. Je ne sais pas si on y arrivera, mais il en a besoin. C'est sûr que la thématique, j'ai pas besoin de vous refaire ma biographie avec mes engagements concrets au nord, au sud, toutes les réalisations qu'on a pu faire, la promotion de l'agriculture écologique dans les pays en particulier affamés pour les aider quand même à ne pas mourir de faim. Ce sont toutes des tentatives qui sont évidemment inscrites totalement dans l'énergie que nous essayons de déployer. L'objectif étant, est-ce que à un certain moment l'humanité va prendre conscience de son inconscience, et est-ce que l'humanité va comprendre qu'elle est une et indivisible et qu'il faut sortir de cette malédiction de la division et des conflits continuels? Est-ce que l'humanité peut arriver à comprendre que plutôt que de fabriquer des armes, il vaut mieux consacrer l'argent à organiser justement une planète différente, une planète où il fait bon vivre? Dès qu'on ouvre la radio, qu'on regarde les informations, on se rend compte qu'on est non seulement loin du compte, mais même parfois on a l'impression d'une régression terrible. Bonsoir, je suis en très bonne compagnie ce soir avec Pierre Rabhi et Frédéric Lenoir. Bonsoir. 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 C'est exceptionnel ce soir puisque vous êtes ensemble sur scène en conférence pour réenchanter le monde. Est-ce que c'est arrivé avant? C'est la première fois? C'est la première fois qu'on fait une conférence ensemble. On s'est rencontrés parce que j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer Pierre chez lui il y a 5-6 ans. J'avais fait une émission pour France Culture, des Racines du Ciel, où on était venu avec Lélie Anvar te rencontrer. Voilà. Et puis on s'est rencontrés à d'autres occasions. On a participé à un livre ensemble sur l'espérance avec Olivier Lenaire, Nicolas Hulot et d'autres. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir dialoguer devant un public. Donc voilà, dès que l'association Planétaire m'en a fait la proposition, j'ai tout de suite dit oui. Je dis vraiment, ce serait une grande joie de le faire, parce que j'aime beaucoup Pierre et que ce sera l'occasion d'échanger nos idées. Donc vous connaissez dans la vraie vie, c'est une amitié qui est née depuis quelques années, vous le dites, 5-6 ans déjà, que vous êtes allé le voir chez lui, donc en Ardèche. Et à partir de là, pour vous Pierre, ça a été aussi une évidence, cette conférence ensemble avec Frédéric Lenoir? Oui, parce qu'on est plus dans la thématique de la convergence des consciences, c'est-à-dire que les individus, il faut dépasser l'individualité, notre histoire personnelle. Aujourd'hui, il faut constituer une espèce de halo de conscience de gens qui se retrouvent dans une forme de transcendance et dans une forme de quête pour une société différente, parce qu'elle a besoin vraiment de changer. Alors, entre deux tours, il y a, je crois, un besoin urgent de réenchanter le monde, de redonner de l'espoir. Qu'est-ce qu'on va trouver cette soirée pour réenchanter le monde? Est-ce que vous allez donner des clés pour réenchanter au quotidien? Quelque chose qui va permettre aux gens, dans leur quotidien de tous les jours, simplement de réenchanter le monde? Pour moi, j'ai pas la prétention de réenchanter le monde. J'ai la prétention simplement de contribuer à réenchanter le monde comme un colibri. Vous savez, j'avais mis l'histoire du colibri, de faire sa part. Il faut faire sa part pour
réenchanter le monde, mais évidemment, même si je suis connecté à Dieu directement, je n'ai pas la prétention à moi tout seul de réenchanter le monde. Par contre, tout le travail que nous faisons au quotidien donne sens à notre existence et fait qu'on ne se sent pas complètement inutile. C'est le principal. Alors, c'est une soirée en soutien à 3 beaux projets, notamment la Fondation Sève, dont vous êtes fondateur, vous, Frédéric Lenoir. D'où vous est venue cette idée, et est-ce que c'est raisonnable, je parle en tant que Nandi, de faire entrer la philosophie au plus jeune âge? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, alors moi, ça faisait très longtemps que j'étais convaincu qu'il fallait effectivement commencer la philosophie, non pas en terminale, mais très tôt, enfant. Parce que vous savez, Aristote nous dit, la philosophie commence avec l'étonnement, se poursuit avec l'interrogation et ensuite le raisonnement. Mais les enfants, ils passent leur temps à s'étonner, à interroger, et ils peuvent très bien raisonner. Donc on ne peut pas faire de l'histoire de la philosophie, de parler de Kant et de Schopenhauer avec des enfants de 8 ans, mais on peut les faire philosopher, c'est-à-dire faire acte de réflexion. Et les résultats sont très étonnants. Tous les ateliers que j'ai faits dans des dizaines d'écoles montrent que les enfants apprécient grandement déjà l'exercice, parce qu'ils sont actifs, ils sont acteurs, ils sont créatifs, on leur demande ce qu'ils pensent et pas simplement de subir. Donc oui, il y a une vraie réflexion de leur part, ils sont acteurs. Ils sont là pour ça, on leur enseigne rien. Moi je ne dis jamais ce que je pense, je leur pose la question, c'est quoi une vie réussie, c'est quoi le bonheur pour vous, et ce sont eux qui répondent. Et puis c'est un apprentissage du débat démocratique, c'est-à-dire qu'on en prend aux enfants petits à s'écouter et à argumenter, et pas simplement à dire moi je pense ça et je me fiche de ce que tu penses toi. Et donc ça c'est vraiment, je pense, très utile, parce que à la fois on permet aux enfants de développer un esprit critique, et aujourd'hui on a particulièrement besoin de discernement. Les enfants sont pris, et les ados sont pris par les théories du complot, par les rumeurs, par internet. Ils ont besoin d'apprendre à réfléchir et à développer un esprit critique, et ils ont besoin d'apprendre à dialoguer et à débattre entre eux de manière constructive. C'est pour ça que je crois que rien n'est plus urgent que de faire philosopher les enfants. Le plus tôt est le mieux. Oui, j'ai envie d'ajouter que dans l'éducation, il faudrait que l'enfant dès tout petit apprenne qu'il est vivant, qu'il doit la vie à la vie. Et donc l'écologie devrait faire partie véritablement de l'éducation des tout petits pour que l'enfant sache qu'est-ce qui le détermine, qu'est-ce qui fait qu'il est vivant. Et donc la connexion à la nature, c'est très important. Parce que la philosophie, certes, mais il faut aussi une partie très tangible, très concrète. Et notamment, il faut que l'enfant comprenne. Il y a des enfants où leur poser la question comment pousse une carotte, ils ne savent pas. À ce point, ça, oui, ça a été oui, constaté. C'est-à-dire qu'il y a une telle distance par rapport à la vie concrète. Je veux bien qu'il y ait de la philosophie, mais il faut qu'elle soit aussi soutenue par un enfant qui est immergé dans la réalité concrète et tangible. Voilà. Et aujourd'hui, le grand danger, c'est que les enfants sont de plus en plus devant des écrans. Ils sont dans le virtuel, de moins en moins dans le réel. Et je pense que même le cerveau risque d'en souffrir énormément, puisqu'il y a un transfert, disons, des fonctions cérébrales à des machines, etc. Donc je pense que moi, l'établissement idéal pour moi d'éducation, c'est bien entendu d'apprendre les choses conventionnelles. Ça devrait être équipé d'un jardin pour que l'enfant se connecte à la vie. On passe à la pratique. À la vie comme elle est. Et d'un atelier sans machine pour développer ses compétences manuelles. Aujourd'hui, les enfants sont totalement, j'ai reçu beaucoup de stagiaires, même adolescents, incapables de planter un clou. Donc en fait, ils sont très connectés à Internet, à toute cette technologie, mais ils sont totalement déconnectés du réel. Ils sont dans un monde irréel, et dans un monde, donc je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut préparer les enfants. Il faut qu'il évolue dans toutes leurs dimensions. Et qu'ils font partie d'un tout. Il faut qu'ils comprennent ça. Et les mains, c'est important. Bien sûr. Parce que sans les mains, l'être humain n'aurait pas fait le poids par rapport à l'adversité à laquelle il a été confronté dès l'origine. Comment voulez-vous qu'un être humain fasse le poids devant un tigre, Donc c'est parce que nous avons développé nos talents manuels que nous sommes vivants. Et ça, malheureusement, dans la société, la virtualité d'abord dans la pensée, la virtualité même dans la réalité, c'est que nos enfants ils sont dans un monde vraiment virtuel, même le tangible devient virtuel. Donc c'est pour ça que ça n'ira pas. Alors, on a parlé de la Fondation Sève avec Frédéric Lenoir, on peut parler aussi de fonds de dotation, Pierre Rabhi. Ces fonds de dotation servent à financer des projets.
Le fonds de dotation est destiné à intervenir. Vous savez que toutes les 7 secondes, vous disent les experts, un enfant meurt de faim. Alors nous, on est bien nourris, voilà, tout va bien. Mais il y a des petits êtres humains qui meurent de faim, simplement. Et encore s'ils mouraient d'une façon brutale, comme ça, rapide, mais ils agonisent de famine, tout doucement. Ils agonisent de famine. Pendant que d'un côté, les gens font des cures parce qu'ils mangent trop, de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont rien à manger. Et ça c'est intolérable en termes d'humanisme. Et il faut qu'un humanisme intervienne de façon à ce que la gestion planétaire prenne en compte ces pauvres gens à qui même des fois on prend leurs propres ressources. Parce que qu'est-ce qui serait devenu... Alors on rentre un peu peut-être dans le propos de l'Europe. Aujourd'hui, il y a des migrations. Il faudrait quand même rappeler que l'Europe a migré partout. Et c'était pas donnez-nous quelque chose, c'était vous dégagez et on prend la place. 50 millions de peaux-rouges ont été éliminés. Et on s'est installé dans leur pays, leur a confisqué leurs biens. Jamais l'Occident ne serait développé sans hégémonisme et sans les hégémonismes planétaires. Donc il faut bien rappeler toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Et prendre ça à la source au plus jeune âge. Voilà. Eh bien, très très belle conférence. Et en tout cas, merci d'avoir merci à vous. D'être Merci ensemble. beaucoup. Au revoir. Et plusieurs enfants commencent à dire le bonheur, finalement, c'est réaliser nos désirs. On a envie d'un jouet, on l'a, on est heureux. On a envie de sortir, aller à Disneyland, on y va, on est heureux. C'est la réalisation de nos désirs. Ils étaient assez d'accord là-dessus. Et il y a un enfant qui dit « je ne suis pas du tout d'accord avec vous ». C'est là que ça devient intéressant. Et je lui dis pourquoi ? Il dit ça ne marche pas. Parce que quand on a quelque chose, après on veut toujours autre chose. Il dit moi j'ai compris à l'âge de 5 ans que si on voulait être heureux, il fallait apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et il n'avait pas lu Pierre Rabhi.